Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis au Portugal, pas très loin de Cascais qui se trouve juste là-bas pour vous présenter cette nouvelle Skoda Superbe en version combi. On va parler de toutes les nouveautés de cette Superbe. Elle existera soit en version berline, soit en version break ou combi chez Skoda. Je vous donne toutes les informations, toutes les motorisations et ensuite on va faire un essai sur tout type de route, voir ce que ça donne également niveau consommation, également avec ces nouveaux moteurs. Je vous donne les tarifs, les dimensions, c'est parti. J'en profite les amis, merci à tous ceux qui s'abonnent, c'est très important pour moi et merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne avec les souscriptions. Un très grand merci encore. Alors, la Skoda Superbe, il s'en est vendu depuis les années 2000. En 2001, ils ont vraiment relancé ce modèle, 1,6 million d'exemplaires. Elle existe depuis les années 30. J'en ai vu un très vieux modèle qui était juste canon, qui portait déjà le nom de Superbe. À l'époque, il n'y avait que la version berline et en 2009, arrivait la version combi en break. C'est une plateforme partagée chez Volkswagen, pareil pour les motorisations. Donc, on a le choix. Version break que je vous présente aujourd'hui avec le moteur 1,5 litre TSI 150 chevaux. On aura également le choix avec le 2 litres TDI qui fait lui également 150 chevaux, à chaque fois avec la boîte DSG 7. Dans les deux cas, ce sera des 4 cylindres, pas de 3 cylindres sur ces grosses berlines. On aura également une PHEV qui arrivera normalement, je vous fais un petit essai pendant cet essai de la version PHEV avec ce nouveau moteur 1,5 litre TSI Evo 2 qui maintenant équipe les voitures PHEV du groupe Volkswagen pour les plus récentes. Avant c'était le 1,4 litre qui a évolué. On a modifié pas mal de choses sur cette auto pour ensuite cette fois-ci sortir 204 chevaux. La batterie par contre a elle énormément augmenté. Au niveau autonomie, ils annoncent plus de 100 km en 100% électrique, ce qui commence à devenir très cool pour une voiture PHEV. Cette batterie, elle fait 25,7 kWh. Plus de 100 km, mais surtout, bonne chose et que je trouve appréciable pour les gens qui vont rouler beaucoup en électrique, c'est que le chargeur, on va avoir un 11 kW en option, mais on va pouvoir avoir également la charge rapide en DC, c'est-à-dire en continu, avec la prise combo, on va pouvoir monter jusqu'à 50 kW en puissance de recharge. Ça pour les gens qui vont faire de l'autoroute, qui vont faire une petite pause. On peut se dire, tiens, on recharge et pour l'autoroute, ça repart encore une bonne partie en 100% électrique ou même avant d'arriver en ville. Je trouve ça hyper intéressant puisque les 10 à 80% en DC se feront en environ 25 minutes. Là, ça devient cool. Après, je suis curieux de savoir, est-ce que vous êtes plutôt version essence, diesel ou hybride rechargeable? C'est vrai que normalement, grosse berline comme ça, en break, c'est pour les gros rouleurs et c'est vrai que là, les diesels sont quand même assez imbattables niveau des consommations. Mais au final, ce nouveau 1,5 litre TSI fonctionne plutôt bien avec la micro-hybridation. Ça s'appelait MHEV jusqu'à présent. Ça vient tout juste de changer cette semaine sur le groupe Skoda. On va appeler ça maintenant les 1,5 litre hybrides. Puisque ça fonctionne un petit peu comme un hybride plus, donc MHEV. Avant, c'était juste un gros start and stop. Maintenant, il y a de la désactivation lorsqu'on roule, lorsqu'on est en roue libre en descente. On verra ça pendant cet essai. Au niveau des dimensions, elle mesure 4,90 m de long, 1,85 m de large sur 1,48 m de haut. Surtout, l'avantage de cette voiture, c'est que c'est une grande berline. On va avoir 2,84 m d'empattement, ce qui normalement devrait me laisser énormément de place au niveau des places arrière, puisque au final, voiture familiale, faite pour les vacances, en plus avec un gros coffre, c'est bien d'avoir de l'espace à l'arrière. On verra également le coffre, il fait 690 litres, c'est plus 30 litres comparé à l'ancienne version également. Voiture familiale, voiture de vacances, donc ça peut tracter normalement. Sur les versions TSI, essence, on pourra tracter jusqu'à 1600 kg et sur les versions diesel jusqu'à 2000 kg. On a un diamètre de braquage plutôt correct pour une grosse voiture de 11,10 m. Au niveau de l'essence ou du diesel, on pourra mettre 66 litres pour permettre de faire quand même d'assez longs trajets. On va parler tarifs pour la version entrée de gamme, en version sélection à partir de 45 500 € environ. Pour une version full option, on sera aux alentours des 57 800 € pour une Lorraine Clément, auquel on pourra rajouter encore quelques petites options supplémentaires. Elles arriveront au mois d'avril en concession. Pour le moment, elles sont disponibles en deux finitions, soit la sélection, soit la Lorraine Clément que je vous présente aujourd'hui. Lorraine Clément, c'est la version haut de gamme. Lorraine Clément étaient les fondateurs de la marque Skoda à l'époque. Elle sera disponible en 8 couleurs, dont 6 nouvelles couleurs. Là, je l'ai dans ce gris-là, mais il y a des couleurs vraiment très sympas. Pour une voiture, je trouve ça toujours plus plaisant. On retrouvera également... Oh, c'était beau ça! On retrouvera également 6 couleurs pour l'intérieur et également 6 paires de jantes
du 16 au 19 pouces. Donc comme je vous disais, pour le moment, on retrouve la sélection la Laurine & Clément. La version Sportline sera disponible à partir du mois d'août pour les commandes. Pareil, les versions PHEV arrivent un petit peu plus tard. Dans les autres pays, on pourra retrouver des diesels plus puissants ainsi qu'une version essence plus puissante que l'on n'aura pas en France à cause de notre fameux malus. Oui, le but n'est pas forcément de rendre cette voiture ultra malusée. Et si elle vous intéresse vraiment, vous pourrez quand même l'acheter en Allemagne par exemple et la faire importer en payant le malus. Mais pas au catalogue français malheureusement. On va voir qu'il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur, des placements différents, de nouveaux boutons. Je vous montre tout ça lorsqu'on fait le tour de cette voiture et surtout sur la présentation intérieure. Alors sur l'avant, on reconnaît forcément une Skoda, surtout avec ce logo positionné en plein centre de ce creux qui nous amène directement. Donc du haut du capot, petit à petit qui vient se creuser de plus en plus jusqu'à ce logo. Toujours des lignes très marquées sur ces capots qui partent du coin de la calandre, qui viennent se fondre gentiment et ensuite cette ligne ici qui vient se refondre sur le milieu entre le bloc et cette ligne très tendue. J'aime bien le design et ça la rend assez agressive. On retrouve bien sûr toutes les aides à la conduite, les caméras là-haut pour avoir la conduite de niveau 2, les capteurs à l'avant ici situés dans la calandre en plein centre pour les capteurs de distance pour avoir le régulateur adaptatif, une caméra puisqu'on a un pack de caméra 360 aujourd'hui, cette calandre qui garde toujours ce style très particulier de chez Skoda avec des lignes ici chromées, on aura différentes finitions selon la version. Les blocs optiques avant qui changent également, on a des feux matriciels, donc on peut avoir ces feux en option ou sur les versions haut de gamme, on a 50% de segments en plus et 15% d'éclairage supplémentaire comparé aux anciennes versions de Superbe. Ça marche plutôt bien et puis bien sûr, c'est bien sûr du 100% LED. Sur le bas, on peut retrouver des gros rideaux d'air ici qui jouent énormément sur l'aérodynamique, qui permettent de mieux guider les flux d'air. Quelque chose d'assez sympa, une belle lame sur le bas. Des petites facettes ici en plastique, mais donc toute cette partie est en plastique brut. Et ensuite, le reste est peint. On a des capteurs bien sûr pour les radars de parking et sous le capot, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est le 1,5 litre TSI, 150 chevaux et comme je vous disais, on a le choix avec le 2 litres TDI, sinon le 1,5 litre celui-ci le même, couplé également avec une version hybride. Sur le côté, on peut le voir, c'est une très longue berline. Elle fait 4,90 m, donc c'est quand même assez imposant. Elle est facile à conduire, par contre, lorsqu'on la prend en main. Une ligne qui part ici du bloc optique arrière, qui commence dans le bloc et qui traverse avec les poignées qui vient se fondre ici au niveau de l'arche, surplombée par le Laurine & Clément sur les finitions haut de gamme. On a toujours ce petit badge ici très très joli. On dirait que c'est écrit à la main avec une belle police comme en calligraphie. Des jantes en 19 pouces aujourd'hui qui font partie de ces nouvelles jantes. Donc comme je vous disais, on pourra aller du 16 au 19 pouces. Là, on a la version les plus grandes qui remplissent bien les roues. Au niveau du confort, on verra ce que ça donne. On a une suspension pilotée, donc c'est le DCC avec la suspension réglable sur 15 positions. Ça, c'est un des gros avantages de cette voiture, ce qui permet d'avoir une voiture avec une très bonne tenue de route. On verra, on est censé monter dans les montagnes un petit peu après pendant cet essai, voir ce que ça donne en comportement dynamique également. Un empattement long qui nous donnera normalement pas mal d'espace aux places arrière. Également toujours le petit parapluie dans la porte ici de chez Skoda, qu'on aime bien. Le petit parapluie évolue également, cette fois il n'est plus noir, il est devenu un petit peu gris, avec un petit logo Skoda sur le côté en vert. Et cette fois-ci, pareil, il est fait en matériaux recyclés. On retrouve toujours dans les astuces Simply Clever le lave-glace avec le petit truc qui remonte pour ne pas en mettre partout. De l'autre côté, au niveau de la trappe à essence, où on mettra 66 litres d'essence ou de diesel, la petite gratte-gratte pour l'hiver, qui est également maintenant en matériaux recyclés, tout comme à l'intérieur, de plus en plus de matériaux recyclés sur les voitures. Au niveau des entourages ici, comme c'est une finition Laurine & Clément, on a du chrome qui donne un aspect un petit peu plus premium, un petit peu plus luxueux à cette voiture, avec les barres, avec ce rappel un petit peu chromé. Alors c'est pas un vrai chrome là-haut, mais c'est plutôt joli sur ces barres en aluminium. On a le toit vitré panoramique et ouvrant sur la partie avant, l'antenne type requin là-haut, et donc on peut le voir, version combi sur cette voiture. Et les versions PHEV seront également des combis. Le petit 3/4 arrière, parce que c'est toujours joli un 3/4 arrière sur une voiture, également sur un break. Donc on peut le voir ici, vraiment cette finition. Alors le break part assez loin, on a presque l'impression d'une version coupée, c'est pas hyper vertical sur l'arrière, mais on a quand même 690 litres de coffre, on en reparle juste après. Un long béquet ici toujours pour l'aérodynamique qui s'arrête net pour jouer également sur les flux, l'antenne type requin là-haut. On a l'essuie-glace qui est toujours ultra pratique et que j'affectionne énormément sur les voitures. Le nouveau lettrage Skoda ici,
superbe de ce côté-là et des nouveaux blocs arrière optiques également en mode 100% LED. On a à l'arrière le clignotement défilant que je trouve vraiment joli. Sur la partie avant, c'est toute la ligne de jour qui s'allume et on peut voir également là avec les feux anti-brouillard à l'arrière. Bon allez, je positionne en plein centre. Sur cette partie arrière, donc quasiment tout est peint sauf toute cette petite partie basse, mais vraiment tout petit avec les réflecteurs sur les côtés. Nous, on a une belle finition, version Laurine et Clément, qui est la plus haut de gamme. On a donc le coffre qui est motorisé, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, j'avoue que c'est un vrai plus. On a également cette partie ici, donc avec la plage arrière, qui s'est reculée automatiquement pour m'ouvrir le coffre. Et lorsque je referme, elle revient également pour cacher directement les bagages. On peut le faire également manuellement si l'on souhaite, mais autant que ce soit fait automatique. Ça fait quand même très premium, c'est ce qu'on retrouvait sur les Audi A6 par exemple. On a toujours des compartiments qu'on peut créer grâce à des barres, à des accessoires que l'on rajoute. En dessous ici, on a encore pas mal de rangements. Aujourd'hui, on a opté pour la roue de secours avec le kit et le cric. Donc 690 litres, comme je vous disais. On retrouve un grand rangement de ce côté-là. On a une boîte avec encore beaucoup de rangements ici à l'intérieur avec des parties plastiques comme ça pour séparer et me créer mes compartiments sur le côté. Alors, ça c'est un truc que j'avais jamais vu encore. Les filets qu'on peut mettre là, que je pourrais mettre également de l'autre côté. On a vraiment beaucoup de rangements entre sous le plancher, plus les côtés, plus tout ce qu'on a là. Et lorsqu'on rabat les sièges, on passe à 1700 litres de chargement. On a également la petite boule d'attelage qui ressort ici. Donc on doit finir soi-même. Pareil, lorsqu'on veut la rabattre, elle se met juste ici, à nous de finir. Comme je vous avais montré sur la nouvelle Octavia, il y a des vagues assez incroyables. Vous les entendez peut-être pas, mais c'est fou. Et là, ça va taper fort. À l'intérieur, donc, vous me connaissez. Alors, je vais juste peut-être enlever ça. Hop. Donc ça, on peut les enlever. C'est des choses assez pratiques que l'on a juste à clipser à l'intérieur. Je vais la mettre sur le côté pour rentrer plus facilement et pas à me péter les genoux. Et regardez, imaginons que je rentre comme ça. Là, on pourrait se rentrer à 3 à l'intérieur de cette façon. Donc, il y a quand même vraiment pas mal d'espace, des petits crochets sur les côtés pour les filets et les sacs. On retrouve également des petits crochets de ce côté-là, une prise 12 volts. On peut juste tirer ici pour pouvoir rabattre les sièges. Et c'est vraiment très spacieux. On a le triangle juste en haut, une petite LED là-haut qui éclaire justement le coffre ici. Et c'est vraiment pas mal, hein. Je vais rabattre cette banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on a comme distance entre les sièges et là? Donc moi je suis 1m80. Ah ouais, c'est large. On a plus de 2 mètres entre le siège avant et le bout ici. Ça c'est quand même très généreux. Ça peut limite servir de voiture pour camper en dépannage. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers avec une trappe à ski, également plein de petits accessoires qu'on peut se remettre ici en dessous avec sorte de hamac pour poser ses affaires. On peut avoir des options avec des sacs qui se mettent à l'arrière des sièges. Bref, on a beaucoup de choix. Bon alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau des places arrière? Alors, je rentre très facilement. Alors ça c'est agréable, l'ouverture est grande. J'enjambe bien, alors par contre on peut voir que c'est creusé ici, donc on enjambe bien pour venir se poser à l'intérieur. Je vais monter mon appuie-tête, la portière. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la portière? C'est moussé sur le haut, on a une sorte de bois, un bandeau LED, une finition avec ce cognac là, ce marron qui est vraiment très joli. Le siège à l'avant est réglé pour moi et regardez l'espace ultra généreux que j'ai ici. Celui-ci je l'avais reculé pour mettre la caméra au plafond là-haut que vous allez voir vous après dans cette vidéo. J'ai un espace, il me reste plus de 20 cm devant les genoux. J'ai de la place sous le siège, j'ai de la place partout, j'ai de la place au niveau de la tête. C'est ultra généreux et là avec ce soleil ça fait du bien de le voir rentrer dans l'habitacle. On a de la climatisation ici au centre seulement, les sièges chauffants sur les 2 sièges d'extrémité sur les côtés arrière, 2 ports USB-C en haut et on peut régler sa climatisation. Donc on a une climatisation tri-zone, 2 zones à l'avant, une zone pour la partie arrière. Et là on peut le voir, c'est vraiment généreux. On peut bien sûr fermer donc cette partie avec le store. On a tous une poignée, double LED là-haut de chaque côté. Le petit rideau également qui peut être assez sympa pour l'été, pour les enfants ou pour se reposer. Lorsqu'on ferme, ça fait un petit peu plus d'intimité et on est un petit peu plus dans le sombre si on veut se reposer. Des bacs de porte avec de la moquette à l'intérieur. Ensuite, une partie basse là, tout en plastique. Des finitions qui sont assez sympas. Et là, ça là en marron comme ça,
C'est très très joli. Petites astuces Simply Clever chez Skoda, c'est ça là, le pack voyage, où je peux mettre comme dans l'avion. Si je veux dormir, je me mets ça des deux côtés. Je dors à gauche, à droite, et surtout ça me maintient bien la tête. Ça par contre, c'est une idée quand même assez ingénieuse. On peut voir là que vous avez un support de tablette ici pour mettre son iPad ou sa tablette ou autre qui s'en sert directement là, grâce à un support qui se fixe sur les deux tiges de l'appui-tête. Troisième ceinture au centre, ça là, hop, avec de quoi passer les doigts ici, le porte-gobelet qui s'ouvre avec, non, ça c'est très très cool, un support de livre par exemple, ou un support de tablette que je peux mettre là, ou un livre que je peux poser là, directement à plat ici. Ça, j'adore, et en plus ça m'ouvre le porte-gobelet que au final je peux refermer. Ça, ce que là par contre, j'aime beaucoup. Ça c'est très très cool. Est-ce que ça peut aller plus loin? Ouais, ça peut aller même encore un peu plus loin. J'ai le choix comme ça, ou un petit peu plus. On retrouve des poches ici, des petites poches devant qui sont plus fines pour mettre ses smartphones par exemple si il recharge directement là. On peut également mettre son smartphone à cet endroit-là en vertical si l'on souhaite, avec les supports appui-tête, le petit crochet pour les cintres. Franchement, c'est plutôt bien. Fixation top taser isofix sur les deux sièges ici, plus celui à l'avant. On a un gros tunnel central ici. Donc hop, lorsque je l'enjambe pour venir me mettre sur la place du milieu qui sera elle plus ferme, positionnée un petit peu plus haute, en arrondi, comme ça, mais même ici, il me reste encore de la place au niveau de la tête, au niveau des genoux, même si ce siège est extrêmement reculé. C'est très très spacieux. Par contre, cette fois-ci, c'est très très dur au niveau du dossier ici, et au niveau de l'assise, c'est beaucoup plus ferme également. Les sièges sur les côtés sont plutôt confort ici, et on a un bon maintien latéral parce qu'ils sont bien creusés à l'arrière. Je ne bougerai pas trop, même sur des routes assez dynamiques, malgré le fait que je sois en suite sur une texture qui glisse assez sur cette sorte de cuir. Plutôt bien l'arrière, franchement, bien bien. Allez, je vous montre à l'avant, vous allez voir, là aussi c'est très très sympa. Allez, le petit tour qu'on aime bien en ce moment, avec ce beau paysage. Alors désolé s'il y a un petit peu de vent, on est au bord de la mer. Voilà, quand même du style. Hein. Avec ce gris simple, elle passe assez discrète, mais je trouve que ça lui va bien. Après, j'avoue que le nouveau sorte de jaune est plutôt très sympa. Et l'arrière, donc on voit. Allez, allons sur l'avant. Portière type frigo. La portière à l'intérieur. Donc on peut le voir ici, on a cette sorte de bois, également comme à l'arrière avec le bandeau LED à cet endroit-là. Toujours cette petite poignée fine que l'on retrouve avec un style différent selon les finitions. C'est moussé sur l'eau comme à l'arrière. Également cette partie cognac, puisqu'on va voir cet intérieur cognac. Là également, c'est une belle finition. On a les commandes de fenêtre et de rétroviseur ici. La partie avec le bac moussé. Là vous pouvez voir une petite bouteille, mais donc on peut mettre une grande bouteille d'1,5 litre. Ça c'est une bonne nouvelle. Et ensuite des parties plastiques en plastique dur ici. De quoi ouvrir le coffre à distance, de quoi ouvrir le capot avant, et ensuite donc on a les sièges ergo, donc les ergosites avec le massage, la petite touche qui fait plaisir ici, les réglages électriques, mémorisation sur 3 positions, donc on peut le voir ergosite grâce à ça qui est noté ici. Beau siège et cette finition également très sympa. J'ai refermé le toit pour ne pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre dans l'habitacle pour pas vous faire de contre-jour. Au niveau du pédalier, 2 pédales assez simples, un très gros repose-pied sur le côté qui est agréable pour les longs trajets, le siège qui est réglable dans toutes les positions, on peut avancer, reculer, on peut jouer également avec ça derrière les genoux qui est un gros plus pour moi, on peut relever juste la partie avant, et ensuite on a tous les réglages et également cet appuie-tête Lorin & Clément puisque c'est la version haut de gamme, et c'est pareil, c'est brodé ici, c'est plutôt joli, et on peut avancer également l'appui-tête de cette façon, plus régler sa hauteur. Allez, je viens à l'intérieur. Je vais démarrer la voiture et je vais y mettre la climatisation. Donc le petit bouton démarrer se trouve là, pied sur le frein, plus démarrer. Et voilà, on démarre la voiture et je vais me la mettre comme ça. Je vais me reculer au maximum pour vous donner la meilleure visibilité sur l'intérieur de cette auto. Et franchement, lorsqu'on se recule au maximum, je touche plus la partie repose-pied là-bas. Volant, Lorin & Clément, donc on peut le voir ici. Lorin & Clément, le logo au milieu. De ce côté-là, ce sera commande vocale, volant chauffant, volume pour la musique, changer de piste. Et de ce côté-là, ce sera les aides à la conduite ici, plus faire défiler ce que l'on a là-haut. Et
Est-ce qu'on a un long terme, tiens, consommation? Bon, alors c'est les journalistes qui roulent avec, sur 427 km avec des travelling, des accélérations et autres, 8 litres 8 sur des petites routes de montagne, comme on peut le voir là. Ici, on va rouler sur ce genre de route. C'est vraiment très très joli, les gars. Qu'est-ce qu'on fait à habiter à Paris? Pourquoi j'habite pas là, moi? À chaque fois que je vois des destinations comme ça me donne envie de venir habiter ici. Le klaxon en plein milieu. Volant rond, ça fait plaisir, j'aime bien les volants ronds. Derrière, les aides à conduite, conduite de niveau 2. Régulateur de vitesse, limiteur. On set ici pour lecture des panneaux, plus vite, moins vite vers le bas, plus vite vers le haut. On active en tirant vers soi. De ce côté-là, on a pour les phares avant, le mode anti-brouillard et est-ce que je veux juste l'avant. Ensuite, regardez, on a donc cette baguette ici qui fait le tour, pareil avec cette imitation bois qui fait vraiment tout le tour. C'est très joli, même au toucher, c'est hyper agréable. Donc, toujours cette vague que l'on retrouve et un aérateur de ce côté-là. Et pareil, on retrouve ça là, c'est plutôt sympa, avec un aérateur camouflé là-bas au fond. On retrouve deux aérateurs au centre, touche warning ici, ça et ça on va revenir juste après, vous allez voir. On retrouve des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte DSG7. De ce côté-là, c'est maintenant là qu'on a le sélecteur de vitesse. Et oui, plus rien au milieu. Là on peut voir que c'est vide. Hop, je peux refermer de cette façon si je veux. J'avoue que je trouve ça toujours plus joli quand c'est fermé. Avec cette partie-là, hop, hop, qui s'ouvre comme ça. Toujours assez sympa fermé. La clé, pendant qu'elle est là, je vous la montre tout de suite. La clé, comme d'hab, on connaît. Hop, range-toi bien. Et donc ce sélecteur ici. Alors, il faut que je me avance. Page en marche arrière. Hop, je tire vers moi, marche arrière et vous pouvez voir donc cet écran. Donc écran de 12,9 pouces qui est juste gigantesque. On peut le voir que la caméra est plutôt sympa. Alors c'est pas une vraie HD, mais le fait que ce soit aussi grand, normalement, vous n'êtes censé rien rater. Regardez la taille de ma main. C'est franchement hyper généreux niveau affichage. Touche parking ici et pour aller en avant, je bascule vers l'avant et ça se met en mode drive ou la touche parking. Juste ici, de l'autre côté, on aura les essuie-glaces et les feux. Toujours appel de phare de cette façon et les essuie-glaces ici. Donc ça, c'est un petit peu déboussolant de l'avoir de ce côté-là et d'avoir de ce côté-là seulement la boîte de vitesse, que souvent, positionné un petit peu plus haut, on a quand même les essuie-glaces à droite. Donc là, il faudra s'y faire avoir les essuie-glaces juste ici. Tableau de bord également 100% numérique, on peut le voir juste ici. On va pouvoir changer les informations, les affichages. Donc ça, c'est personnalisable, quelque chose de très simple, ou des compteurs plus classiques avec des ronds ou de cette façon. Ou pour les gens qui n'aiment rien, eh bien voilà, vous avez le strict minimum avec ça et on pourra changer également les infos si l'on souhaite. Là, voilà pour là, l'écran, donc ici je vous en ai parlé, je vous refais pas de topo mais des petits raccourcis comme ça, les menus, juste ici on peut connecter CarPlay, Android Auto sans fil, une touche Home, là par exemple on a des widgets avec le GPS, on peut faire défiler, créer ses widgets, avoir ses raccourcis personnalisés, hop hop, la navigation qui est là avec la carte, très grand écran, on voit pas mal. On peut relancer, puisque là je me suis arrêté, on m'a mis un point pour refaire un trajet qui va durer 1h30 encore. Je peux éteindre l'écran juste ici. Et ensuite là on va arriver à de nouveaux boutons chez Skoda, c'est la première fois. Donc au centre, vous pouvez voir, en fait on a des écrans dedans. Alors ça c'est quand même assez original et comme vous pouvez voir là il y a 3 points. 1, 2, 3, là on est sur le dernier point. Et là, je vais choisir mes drive modes lorsque je tourne sur le dernier point. Donc j'ai individuel, sport, normal, confort, éco. Je vais laisser en éco pour le moment. Ensuite, lorsque j'appuie dessus, ça va me changer. Là, je vais passer en ventilation. Donc ça, je règle ma vitesse de ventilation ici. Si je rappuie une 3e fois, ça va passer en volume pour la musique. Donc, on a 3 choses intégré sur ce bouton. Ensuite, on peut voir de chaque côté, on a la climatisation pour les sièges des côtés. Mais également, vous pouvez voir qu'il y a 2 petites choses à l'intérieur ici. Donc, par exemple, les sièges. Donc là, je règle ma température, plus chaud, moins chaud. Ou est-ce que je veux mon siège chauffant? 1, 2, 3. Alors ça, c'est bien, on a une belle visibilité sur son siège chauffant. Ou mon siège ventilé sur 3 positions également. Et ensuite, je retourne à ma climatisation. On peut voir que c'est synchronisé, mais également je peux désynchroniser et me remettre comme ça, et les sièges chauffants et les sièges ventilés. Pour mon passager également, j'ai la clim auto en plein centre, le désembuyage ici et le recyclage d'air à cet endroit-là.
Ensuite, donc on a ces ouvertures ici qui nous donnent accès à des bacs de rangement avec le téléphone et le chargement ici par induction, double port USB-C à cet endroit-là, double porte-gobelet et le frein de stationnement qui est ici, qui se mettra automatiquement lorsqu'on quitte la voiture et qu'on se met en mode parking. Ensuite, on retrouve du rangement ici. Donc regardez, ils nous ont mis tous les petits accessoires. Si je veux, petit bac à stylo, ensuite petit bac à lunettes, et au final, on a quand même un petit peu de profondeur jusqu'au fond. Mais là, ils nous ont mis tous les accessoires et ça, c'est le truc le plus cool pour nettoyer son écran. Et allez, hop, grâce à une petite peau de chamois comme ça, ou une sorte d'alcantara qui nettoie parfaitement. Et avec le truc qui est fait vraiment pour se mettre là. Ça, c'est la petite option. Plus un petit truc de carte pour les tickets de péage ou autre. Ou ici également. Franchement, il y a plein de choses dans cette voiture qui sont bien pensées et que j'aime beaucoup. Le rétroviseur ici. Là-haut, l'éclairage comme on connaît. Avec les LED en tactile. On peut allumer les deux avec ce bouton-là. Avec les réglages. L'assistance également là-haut. Et le SOS en cas d'accident ou autre. On peut voir le miroir avec une LED bien blanche et donc le toit qui va venir s'ouvrir lorsque je souhaite ouvrir le rideau. Donc on a un rideau en blanc puisque on a tout le plafond en blanc et comme on peut le voir, on a une sorte de biton à l'intérieur de cette façon. Et surtout, regardez la taille, il est hyper généreux. Donc on a vraiment de l'espace, on profite d'un magnifique ciel bleu, il est un petit peu plus teinté, donc on peut voir la différence entre pas teinté et teinté. Pareil sur les vitres arrière, c'est un peu teinté, donc c'est encore plus teinté que les vitres surteintées à l'arrière, pour ne pas justement qu'il fasse trop chaud dans l'habitacle, même si on prend quand même un petit peu le soleil ici, mais avec un film anti-UV. Et on pourra ouvrir donc la partie avant. Donc là vous pouvez voir la différence de teinte entre le ciel bleu et justement là, et il fait super beau. D'ailleurs, je vais peut-être rouler un petit peu comme ça parce qu'il fait vraiment beau sur la petite route de montagne. Bon, allez, je vous ai pas montré la boîte à gants. Vous ne l'avez pas dit. Voilà la boîte à gants. Boîte à gants assez simple. Petite bouteille, est-ce qu'elle tient là-dedans? Petite bouteille tient. Je suis pas sûr qu'une grande bouteille tienne ici. Peut-être, mais un petit peu en biais. Et la petite poubelle ici, bien pratique. L'option super cool. Voilà pour tout l'intérieur de cette voiture. C'est parti, allons essayer et on se refait un petit débrief juste après. Bon, me voici à bord de cette superbe. Ici, dans le noir, ça me permet de vous montrer un petit peu l'éclairage d'ambiance que j'ai ici. Je crois qu'on peut avoir plusieurs driving profiles. On est avec cette motorisation 1,5 litre 150 chevaux qu'on retrouve dans le groupe Volkswagen, qui est vraiment très agréable à conduire. Et hop, je viens juste de récupérer la voiture, on va bien la régler. Toujours très facile. J'aime beaucoup ce moteur. C'est souple, ça reste un 4 cylindres qui reste un gros plus. Pas de 3 cylindres comme on en voit de plus en plus. Bon, on a tous les radars de parking. Mais bon, c'est passé. Je sais pas qui fait les parkings comme ça, mais font en sorte à chaque fois que ça passe pas pour les grosses voitures. Pourquoi c'est toujours compliqué? Allez, c'est vraiment parti sur la route. Donc, avec cette motorisation ici, donc 1000 d'hybride, avec ce nouveau moteur, donc TSI Evo 2, 150 chevaux, qui est plutôt agréable, que l'on retrouve maintenant sur une grosse partie de la gamme. Bah frérot, ah non, t'avais une priorité? On passe par là. Voiture assez agréable, alors voiture quand même assez imposante, hein. Elle est longue cette superbe combi. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur? C'est un petit peu le véhicule haut de gamme de la marque également. Une pédale de frein qui est très progressive, agréable. Et là, par exemple, à partir du moment où je suis une phase de freinage, que je suis à basse vitesse, le moteur thermique est éteint. Et là, par exemple, je la laisse en roue libre. On est sur une petite descente, le moteur thermique est éteint. Donc ça a quand même un petit peu d'avantage d'avoir ce côté hybride. Et d'ailleurs, donc comme je vous disais, maintenant ils l'appellent vraiment hybride chez Skoda, puisque bon, on a une hybridation légère, mais ça passe maintenant sur les cartes grises en tant que hybride. Même si c'est pas une vraie full hybride. Mais regardez comme c'est lumineux aujourd'hui là. Ah, vous pouvez me voir là, c'est clair, ça fait du bien cet intérieur cognac.
j'adore. Moi, quand il y a de la couleur, j'adore, vous me connaissez hein, sur la chaîne. Puis cet intérieur est très soigné avec ce bois là ici, c'est hyper joli, pareil sur les côtés. Non, c'est pas du vrai bois, mais ça a vraiment ce feeling de... On est dans une vraie voiture très sympathique. À l'arrêt, on est quasiment donc, tout le temps avec le moteur coupé, avec cette hybridation. J'ai pas regardé les stats à Since Refueling. On va remettre Since Start à 0. Comme ça, on repart sur des consommations réelles. On va longer la côte pas très loin de Lisbonne ici pour nous rendre à une étape. Et ensuite, j'essaye de vous refaire un essai un petit peu plus complet dans l'après-midi. Normalement, on ne devrait pas tarder à sortir de la ville. Donc là, je suis à 50 km/h en ville, c'est très agréable. Donc on a toujours cette boîte, 7 rapports. Le moteur est plutôt silencieux, on l'entend tout de même un petit peu. La voiture fait en sorte de passer les rapports aux alentours de 2000 tours selon les modes. Un petit peu avant, là quand c'est en montée, ça pousse un petit peu plus. Le passage de rapport, c'est très fluide, on ne ressent quasiment rien. On va voir les aides à la conduite qui sont de plus en plus poussées également sur cette voiture. Tous les systèmes de sécurité et autres, bien sûr. Les avertisseurs d'angle mort dans les rétroviseurs. On va bien se mettre là. Je vais relancer un petit peu. Non. Hop. Accélère un poil. Ça marche plutôt pas mal. Ce serait bien de passer la vitesse. Donc on voit quand on appuie à fond, la voiture reste à un assez haut régime parce qu'elle se dit ah, il a peut-être besoin d'accélérer un petit peu. Bon, vous me connaissez, j'aime pas trop conduire. Vitesse à 80, je me mets mon travel assist. Ici, c'est la voiture qui me conduit. On a maintenant le centrage de voie, le régulateur adaptatif, toutes les options qui vont bien. C'est assez agréable. Est-ce que vous avez vu l'avion? Juste de passer par-dessus. Le stop and go dans les bouchons, donc là je ne touche à rien, la voiture s'occupe de tout. Moi sur une voiture de ce style, je trouve ça limite primordial de nos jours. Pour les gens qui font de la route, et comme c'est une voiture qui est faite pour faire de la route, je trouve ça limite indispensable. Ou même si vous êtes chauffeur ou autre, regardez, elle repart toute seule. J'ai besoin de me soucier de rien. Et dans les bouchons, ça reste quand même un vrai avantage. Moi je l'utilise quasiment sur toutes les voitures. À partir du moment où ça y est, c'est tout ce que j'utilise. Gros camion à côté, on entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. On a quand même des vitres feuilletées. C'est limite presque le toit qui en sonorisera un petit peu moins. Donc à partir du moment où on ferme aussi le store, ça va renforcer ce côté un petit peu cocon à l'intérieur de la voiture. Mais sinon c'est quand même très bien isolé. On verra ce que ça donne à des vitesses plus élevées. Plutôt bien, on est bien assis. Et puis l'intérieur, franchement, chaque fois que je regarde l'intérieur, je me dis waouh, quand même, ils ont fait une très belle voiture. Allez, ça se met à rouler un petit peu mieux. Donc, depuis tout à l'heure, là, j'ai passé quelques minutes dans les bouchons, très agréable hein, de cette façon. Pas dans les tours, le moteur est très peu présent dans l'habitacle. Là, on est à 70 km/h. On n'a pas les meilleurs goudrons. Les bruits de roulement sont très bien contenus. Quand ça relance, ça nous emmène correctement. Donc là, on devrait arriver à 80 km/h. On est vraiment dans un cocon, c'est très silencieux. Pourtant, j'ai conduit des voitures sympas ces derniers jours. Et j'ai vraiment l'impression que là, on est dans sa petite bulle à 80. Pourtant, il y a beaucoup de trafic autour, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est franchement très appréciable. Bien installé. Les sièges sont peut-être un petit peu fermes, alors ils sont tout neufs hein. On est dans les premiers à les essayer ces voitures. Le volant, j'aime toujours cette partie creuse ici pour poser ses mains, surtout quand on a ses aides à la conduite, on pose les mains et on se laisse aller. Là par exemple je suis en phase de descente, donc il y a un petit roue libre. La voiture s'est mis moteur éteint, donc la petite hybridation fait bien son job. On peut avoir une désactivation des cylindres sur ce 4 cylindres dans certaines conditions. Alors je ne sais pas si Skoda le fait sur cette voiture.
mais je sais que ça marche avec certaines autres du groupe. Et là par exemple, là, sur toute la descente, là, je suis en roue libre. Et pour freiner, elle redémarre, elle me fait du frein moteur en plus. Et ensuite elle réaccélère un petit peu. Donc elle va aller retourner se mettre à 80. Et là elle se recoupe. Donc en fait, c'est un mild hybride un petit peu plus également. Comme on l'a fait sur la Peugeot 208 par exemple, là, il n'y a pas longtemps. Donc c'est assez intéressant. Alors hop, là ça me dit qu'il y a un radar, on va se calmer. 60. Je me dis tiens, je vais un petit peu vite. On va se mettre à 60. Elle m'indiquait 60 devant. Donc j'ai pas appuyé sur le bouton 7, mais j'aurais pu appuyer sur le bouton 7. À 60, même en montée. Je pense que ça va très bien. J'aime bien cet écran, ce côté plat là qui fait quand même assez premium. Skoda font vraiment des voitures très sympas de nos jours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans le groupe, c'est sûrement une des marques que je choisirais. Ouais, là je viens de trouver le petit bouton au milieu du siège qui me masse. Sur ce genre de route, c'est quand même juste parfait. Alors là, on est sur du ciment qui sert de route. On va changer de texture. Ah, c'est très abrasif. On entend un petit peu de bruit de roulement, mais le moteur est vraiment très discret. Et là, il vient de se recouper. À partir du moment où il y a une zone de petits faux plats descendants, c'est juste top de chez top. Alors là, je suis avec mes aides à conduite. La voiture au milieu roule plus bas que la vitesse autorisée. Mais la voiture, elle connaît les règles, elle ne double pas par la droite, donc si vous êtes sur une route comme ça, elle ne doublera pas, elle attendra, ou sinon c'est à vous de forcer, par exemple là sur une sortie, mais sinon la voiture, elle connaît les règles, on double seulement par la gauche. Donc elle ralentit forcément si la voiture du centre ralentit. Elle lit également les panneaux, donc là je l'ai vu par exemple 70, et elle s'adapte, donc là ils vont passer là à 50, et là depuis tout à l'heure je ne touche pas, donc là ici on a un virage 50, elle lit les panneaux, elle arrive à la bonne vitesse. Alors ça peut être bien dans certaines conditions. Dans d'autres, des fois, c'est un petit peu embêtant où en ville, il y a trop de changements. Là, par exemple, ça lit 40. Elle se met à 40. Voilà, ça, c'est les petites options que j'aime bien, par exemple, si on est sur autoroute ou ce genre de choses. C'est là où c'est assez intéressant. Et là, on va longer la côte vers Cascais pour rejoindre notre point où on doit aller. Donc là c'est détecté 50, je fais exprès de passer là dans les petites anomalies sur le côté. La suspension filtre plutôt bien. Bon, j'ai décidé de changer de route et aller prendre un petit peu d'autoroute tout de suite pour aller en direction de Cascais. Très bel endroit au Portugal pour ceux qui connaissent. Et on fait quelques essais dans le coin, à chaque fois je trouve ça très joli le long de la côte. J'y retournerai peut-être un petit peu cet après-midi. Pour le moment j'ai une moyenne à 5,7 km au 100 km. On va voir ce que ça donne lorsqu'on fait du trajet où c'est plus roulant. Et surtout en prenant de l'autoroute. Alors j'espère que c'est des petits bouts ici à 120 aussi. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a très rarement du 130 hein, comme je le dis souvent dans les vidéos. Et je sais pas si c'est une grosse autoroute. Et est-ce qu'on aura ça? Mais bon, ça fera dans tous les cas du plus roulant que du 50 tout le long de la côte, même si c'est très sympa. On va peut-être en profiter tout à l'heure, quelques minutes de la mer. Au niveau du profil, je roule en mode normal depuis tout à l'heure. On a la suspension pilotée, ce qui fait qu'on a une voiture très réactive sur la direction et également sur le châssis, et surtout que la voiture ne s'appuie pas, elle reste très stable. Ça y est, c'est 120 ici. On va faire en sorte que ça aille bien. Allez, hop, on accélère. C'est parti. Donc le fait que ce soit 120, c'est plutôt agréable. Alors mon GPS plante parce qu'il avait des points normalement au milieu, mais je lui ai dit de ne pas y aller. Alors on se fait un petit bout à 90 parce que comme chez nous on a du 90. Alors je vais me mettre à droite. 90 km/h. Je vais passer en 6 parce que là je n'étais pas dans le bon mode. Je vais me mettre en mode normal. Quoique non, même le mode confort. Le mode confort qui va assouplir la suspension et la rendre encore plus confort. Là par exemple là sur ces rails, c'est une très bonne suspension. Donc on est en 7ème vitesse, 1600 tours minute à 90 à peu près. C'est assez plaisant. Elle est repassée en drive.
Il y a quelqu'un qui vient de se mettre devant moi, donc forcément elle ralentit pour se mettre à la bonne vitesse. Et je vais doubler. Allez, pied dedans de 80 à 120. Ça met un petit peu de temps parce qu'on est en montée en plus. Et j'arrive à 120. Hop, je me remets le régulateur comme il veut. Qu'est-ce que ça donne? Alors, la voiture là n'est pas à 120 elle. On va se mettre voie de gauche et se mettre à 120. Alors lorsqu'on se met à 120 km/h, j'ai bien sûr toujours toutes mes aides à la conduite, le centrage de voie et autres, ce qui est très agréable sur autoroute. La sonorisation reste toujours vraiment correcte. À 120 km/h, je suis à 2000, entre 2100 et 2002, je pense, au niveau du régime moteur en 7e rapport. On a très légèrement des bruits du vent, mais c'est extrêmement bien contenu. Je vois que les gens roulent un petit peu ici. Alors attendez, parce que des fois j'ai peur des radars, parce que les boîtes comme ça, souvent c'est des radars ici. Non, c'en est pas une. Je vois que ça roule un petit peu plus. Allez, je me fais un petit bout de 130, je fais une petite folie. Parce que chez nous c'est 130 km/h. À 130, je suis à 2250 tours, 2300 tours minute à peu près. Là j'ai le bip bip qui me dit que je suis en excès de vitesse au final. Donc ça on peut bien sûr le désactiver, il faut aller dans les menus à chaque fois. Après c'est devenu la réglementation européenne qui nous impose un petit peu ça, enfin, surtout aux marques, pour avoir les meilleures notes, les meilleurs crash tests, les étoiles et autres. Alors que c'est quand même assez embêtant. Allez, je me remets là, mais en tout cas à 130 c'est plutôt agréable. J'aime bien. Bon, en tout cas, à 130, c'était franchement agréable. Là, on va passer au péage. On va peut-être pouvoir se faire un petit 0 à 100. Ça ira bien. Hop. Là, on a ce qu'ils appellent, je crois, c'est le Via Verde. C'est ça exactement ici. En gros, le télépéage comme on a chez nous. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter normalement ici au Via Verde. Là il n'y a personne derrière, donc je vais pouvoir le faire. 1,50 € ici. Allez, attention, vous êtes prêts? Je m'arrête là, hop, allez go, 0 à 100. Allez, ça part. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça y va raisonnablement, c'est pas extrêmement puissant. On n'aura pas en France les versions ultra puissantes malheureusement à cause des malus. Mais je me remets mon régulateur et je me relaisse conduire. Comparé à l'ancienne, on n'a pas tant de changements que ça. C'est surtout du look, du design, les feux, le restylage. Ce nouveau moteur par contre, lui, qui évolue par exemple sur les versions hybrides rechargeables qu'on aura bientôt disponibles, qui passe du 1,4 litre au 1,5 litre, avec ce 1,5 litre que j'essaye aujourd'hui en petite hybridation. Mais au final, cette petite hybridation est quand même bien sympa. Là par exemple, je reprends la main, donc hop, je freine, voiture qui se met sur une petite pente en descente, je me mets en roue libre, et là par exemple, dans toute cette phase là de descente, eh bien, je suis à 0 litre au 100, comme si c'était un frein moteur, mais encore moins parce que le moteur est vraiment coupé, et là elle laisse justement place au fait que on est vraiment en roue libre et ça n'utilise pas le frein moteur. Donc ça peut être un plus également. Si on a besoin du frein moteur, je retouche à ma pédale de frein à partir du moment où je freine un petit peu. Donc la voiture va comprendre que j'ai besoin de frein moteur et donc elle va redémarrer le moteur pour vous créer ce petit frein moteur nécessaire. Et là par contre ça remonte et dès que je réeffleure la pédale d'accélérateur, eh bien ça se remet à rouler de façon tout à fait normale, mais c'est imperceptible niveau transition. Pareil, lorsqu'il s'arrête ou qu'il redémarre à ces vitesses, imperceptible. C'est juste la boîte qui débraye et ensuite l'embrayage qui vient se recoller, c'est tout, et c'est imperceptible. C'est comme le passage de rapport, c'est très doux.
c'est une bonne solution, ces micro-hybridations. On pourrait faire mieux avec du full hybride, avoir de meilleures consommations, parce que le full hybride, ça aide un petit peu à entraîner. Chez Volkswagen, ils sont pas du tout pour. Ils sont soit de l'hybride rechargeable, soit du mild hybride. Pas de full hybride, qui est encore une autre technologie, mais au final, un hybride rechargeable utilise du full hybride lorsqu'il n'a plus de batterie. Donc c'est quelque chose qui existe, mais ils ne veulent pas passer dans cette transition, parce qu'ils se disent que ces moteurs-là, ça suffit largement. Et c'est vrai que niveau consommation, c'est pas déconnant. On a essayé ce moteur sur la Scala, sur la Kamiq, et même en Allemagne, pour ceux qui se rappellent, on avait fait de l'autobahn, on avait roulé à plus de 200 km/h, on avait eu des consommations ultra raisonnables, aux alentours des 6 litres. Et là, par exemple, là depuis tout à l'heure, je suis à 5,9 litres en ayant fait ce mixte. Donc moi, je trouve ça vraiment pas déconnant au final. Lorsqu'on est en mode éco comme ça, les dodanes sont très bien filtrés grâce justement à cette suspension pilotée, le DCC, qui marche très très bien sur toutes les voitures du groupe, qui même en mode éco laisse à la voiture un châssis qui est très sain, une voiture qui vire vraiment à plat, et en même temps du confort. Ça, c'est tout l'avantage des suspensions pilotées. Alors, effectivement, c'est souvent disponible sur les voitures les plus haut de gamme, mais ce n'est pas pour rien, parce que ça amène vraiment un confort supplémentaire. J'adore ici Qashqai parce qu'on peut voir des trucs incroyables, genre là la Bentley Continental cabriolet magnifique, avec le monsieur avec sa femme qui était dedans. Dans ce coin-là, on voit des très belles voitures au Portugal. Je trouve ça hyper sympa. Et je m'attendais pas, même une fois, mais je voyais quand même pas mal de voitures électriques par ici. On laisse bien sûr passer les piétons. Start and stop à chaque fois avec cette alterno démarreur qui relance le moteur instantanément sans qu'on ait de bruit de start and stop ou autre. C'est quand même un vrai plus. Et pareil, là, les vrais trous pour la ville, c'est quand même bien sympathique. Il y a quand même des dodanes ici aussi. N'attendez pas. Je me rappelais plus qu'il y en avait autant. On garde quand même un châssis qui est assez rigide. On sent que la suspension elle est pilotée, mais elle garde quand même une certaine rigueur, un petit peu comme les voitures allemandes. Et pareil, redodane. Bon, je pense que vous me connaissez bien, je fais marche arrière et j'étais en train de monter cette grosse pente remplie de cailloux. On va tester la suspension. Donc suspension DCC comme je vous disais. Alors moi c'est une suspension que je préfère parce qu'elle fonctionne vraiment bien. Elle m'avait bluffé sur la ID4. C'était une des voitures qui m'avait fait halluciner avec des grandes jantes mais surtout cette suspension pilotée. Donc là c'est vraiment défoncé ici. Je repars du plus loin possible. Je me mets comme ça. Je rappuie là, là. Je vais passer en mode, alors ok, je peux pas choisir mes modes sauf si je les connais par cœur. Donc ça c'est route, nuage ça doit être confort. Si j'annule, je passe là, je tourne comme ça, confort. Mode confort c'est normalement la suspension est au plus soft, drive, que je parte pas en arrière et c'est parti. Allez. Tellement bien son travail, c'est fou de voir une berline comme ça, si bien suspendue. Hop, c'est parti, on prend la route et cette fois-ci on va rouler, on va aller tester dans les montagnes, voir ce que ça donne également niveau côté très dynamique. Bon alors, on va réessayer en mode sport. Il est où le mode sport? Le mode sport est là. Donc le mode sport pousse plus loin les rapports. On a une suspension qui s'est raffermie, une direction également qui change un petit peu. Ça, on commence à avoir l'habitude maintenant avec toutes les voitures récentes. On a pas mal de modes qui évoluent comme ça. Donc là, 250 chevaux. On l'entend un petit peu quand même. Alors c'est pas extrêmement puissant, c'est pas extrêmement coupleux, c'est largement suffisant pour le quotidien. Mais si on veut se faire un petit peu plaisir, on va quand même avoir de quoi se faire un minimum plaisir à bon rythme. On va voir, là ça va commencer à être un petit peu sinueux. Le but c'est pas de rattraper les gens trop vite, mais on a un bon feeling. La suspension garde quand même bonne amortie, la voiture reste extrêmement à plat, donc ça c'est une bonne chose. Et pareil, on sent que c'est quand même assez sympathique en version dynamique. Et, on rattrape vite les jantes devant, on va se relaisser un petit peu d'allonge pour pouvoir voir ce que ça donne dans le très très sinueux. Là c'était plus des longues courbes, j'ai hâte de voir ce que ça donne vraiment, mais ça a l'air pas mal. Et même en sport,
bien, c'est pas inconfortable. C'est ça l'avantage de cette voiture, puisque elle n'est pas vraiment faite pour devenir une voiture très sportive. Donc, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, d'être hyper rigide et tape-cul. Allez, c'est parti, on teste en vraiment dynamique ce que ça va donner ici sur ces petites routes bien sinueuses en montagne. Donc, on entend que le moteur pousse un peu. Ça tient bien, c'est agréable. Les pneus sont pas forcément très chauds. On arrive à de bonne vitesse et comme c'est très confortable, on sent pas forcément trop la vitesse. Ça tient bien, la voiture reste bien à plat. Si on monte là, on courbe. Ah, ça tient même super bien, même quand ça se referme. C'est très plaisant, franchement. On arrive assez vite. Alors on a un freinage ultra progressif par contre. Le freinage n'est pas du tout sportif, mais c'est pas forcément la philosophie de la voiture de base. Et il y a de quoi se faire plaisir un minimum quand même. Hein. Et, enfin on a un bon rythme, hein. On est quand même à 90 quasiment. Hop, le petit cycliste. Je suis assez surpris, même quand on fait ça. Alors, elle s'appuie un petit peu. Bon, ça reste quand même une voiture familiale, hein, donc c'est fait pour être taré de façon assez confort, mais c'est plutôt plaisant. Et cette route ici est très jolie, parce qu'on longe et surtout on monte et on voit la côte au loin, avec surtout cette grande plage de sable très fin, on se croirait dans le désert. Je me suis mis mon travel assist, et donc là on est sur des petites routes sinueuses de montagne, pour respecter. Je me mets mon travel assist et surtout il reconnaît, il a le régulateur prédictif. Donc là par exemple il sait qu'il y a un gros virage, il me dit 35 km/h devant parce que ça tourne fort. Et effectivement à 35 km/h il le prend à la bonne vitesse, il réaccélère quand il y a besoin. Là par exemple on y va à la cool. Franchement, même à la montagne je me fais conduire. Parce qu'il y a plein de régulateurs, vous mettez l'adaptatif, il va suivre celle de devant, il ne va pas anticiper forcément les virages et autres. Et là il me dit, il lit le panneau 40, donc il se met à 40 km/h, tout bien, pour tout respecter, partout, et même si ça tourne un petit peu, il va ralentir pour se mettre à la bonne vitesse. Voilà. On se fait beaucoup assister, moi je suis vraiment pas contre hein, ce genre de choses, parce que vous l'avez vu hein, il y a quelques instants, lorsqu'il faut rouler vite, je suis pour, hein, j'adore la vitesse, j'adore prendre les virages tout en travers, mettre les voitures en dérive et autres. Mais par contre, tout le temps, pas forcément. Et ça fait du bien des fois de rouler vraiment calmement. Et là par exemple, il me dit voilà, virage à prendre à 30 km/h devant, parce qu'il est vraiment très très serré. Et effectivement, il est très très serré, c'est vraiment une épingle. Et, il le prend à la vitesse parfaite. Voilà. Rien de plus à dire. Bon alors, j'arrive là au centre de Lisbonne, retour moyenne à 6,4 litres là sur les 104 derniers kilomètres en ayant fait de la montagne et autres. Ça s'était réinitialisé entre ce matin et cet après-midi, donc là on arrive en fin de journée, coucher de soleil. J'arrive avec le grand pont rouge juste derrière, très canon. 6,4 litres de moyenne, ce qui est plutôt intéressant, surtout en ayant fait de la montagne, un petit peu de route dynamique et autres. Et cette fois-ci, on part en version 100% électrique. C'est parti! Et voilà, je suis parti donc dans la version 100% électrique, donc une combi Ivy en finition sélection. Donc on peut voir là, par exemple, je n'ai pas le grand toit vitré, l'intérieur plus sombre, des sièges différents, l'intérieur ici qui est toujours très très qualitatif, toujours un éclairage LED à l'intérieur. Mais par contre, l'avantage c'est que cette fois-ci, je peux rouler en 100% électrique. Et ça, c'est un très très gros avantage pour moi. C'est surtout du confort au quotidien. Je vais régler mon volant, hop. Ça c'est quand même la chose la plus agréable de l'hybride rechargeable, c'est qu'on puisse se faire une bonne partie. Surtout là, c'est annoncé jusqu'à 100 km, voire même un petit peu plus. La barrière s'ouvre, on a bien sûr tous les capteurs et autres. Alors ça c'est marrant les bruits, parce que selon où vous êtes près, c'est à l'avant, à l'arrière, il y a les bruits qui sont un petit peu en surround comme au cinéma. Et regardez là je suis en élec, et même en montée, j'ai largement assez de puissance pour l'utiliser au quotidien, juste en électrique, ça monte sans problème. Alors je vais juste me faire une petite boucle ici pour essayer, parce que je trouvais ça assez important de tester ça. Je vais retourner dans navigation, rechercher ici, je vais peut-être le faire juste un petit peu après. Hop, on tourne, on a une suspension plutôt confortable. Je vais faire un petit tour en ville dans Lisbonne, tôt le matin, je vois les petits tramways jaunes là qui sont assez mignons. C'est plutôt pas mal.
Côté 100% électrique, donc pas de bruit de moteur. On entendra, si on t'entend vraiment l'oreille, un tout petit sifflement de machinerie électrique qui tourne. Mais sinon, c'est très agréable. L'avantage, c'est également, lorsqu'on est à l'arrêt, on n'a absolument aucun bruit, aucune vibration. Le seul son, c'est la ventilation. Je vais mettre en mode confort, parce que je trouve que ça va être encore le mieux, le mode confort, plus le côté électrique, avec le DCC et autres. Là, ça vous amène un réel confort au quotidien. Et s'il y a besoin, ça accélère largement assez. On n'a pas besoin de plus niveau puissance pour tous les jours. Peut-être que la voiture se fera plus lourde sur des petites routes sinueuses. Après, si vous êtes en montagne, bon, peut-être qu'une version standard sera peut-être plus adéquate, voire même la version diesel, parce que le diesel, au final, comme ça a plus de couple, pour la montagne, c'est également plus intéressant. Après, hybride rechargeable, c'est pas mal aussi. Selon les conditions, ça peut être très intéressant de pouvoir monter en électrique et redescendre, on recharge un petit peu. Donc, il y a des moments où on pourra quasiment ne jamais démarrer sa voiture. Magnifique, ce X7, il est énorme. J'ai jamais essayé le X7. On peut voir que c'est assez agréable. Même sur les rails, je traverse les rails, les plaques d'égout et autres. Mais c'est surtout ce silence, moi, qui me plaît énormément avec la version 100% électrique. Je vous referai un test lorsqu'elle sera sortie, un test d'autonomie. Vous savez que j'aime bien le faire sur la chaîne pour voir ce que ça donne exactement niveau autonomie dans toutes conditions en se faisant un mix et voir si on arrive vraiment à faire les 100 km, puisque la dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec une Mercedes qui arrivait, elle, à une centaine de kilomètres et ça avait fonctionné. Bon alors, cette Skoda superbe, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste comme les autres voitures de cette marque. C'est des voitures qui sont plutôt sympas, avec un look qui a pas mal évolué, qui est assez moderne, mais qui garde en même temps une petite touche classique sans être trop avec des écrans partout. C'est plutôt sympa pour les gens qui ne veulent pas être forcément déboussolés. Légères évolutions sur cette superbe, on peut voir les blocs optiques, avant, arrière, l'intérieur qui change légèrement. Les nouveaux petits dials là, je suis assez mitigé, je ne suis pas forcément plus fan que ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est plus moderne, effectivement, c'est assez joli d'avoir des options et des écrans à l'intérieur. Ça modernise un petit peu le tout. On s'y fait petit à petit. Le toit vitré, moi j'adore. Cet intérieur cognac, parfait. L'extérieur, j'aurais peut-être choisi une couleur un petit peu plus flashy, mais je voulais cet intérieur cognac sur les versions qu'on avait à l'essai aujourd'hui. Sinon, les nouvelles couleurs sont très sympas. Bravo Skoda de faire des voitures un peu peps et qui font plaisir. Surtout, je trouve ça joyeux, une voiture colorée. Et moi, ça m'amène du bonheur dans la vie. Au niveau des motorisations, sur un litre 5 est plutôt agréable pour de la conduite sur tout type de route. En montagne, on sera peut-être un petit peu poussif lorsqu'on va vouloir aller cravacher un petit peu cette voiture. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez sympa et qu'on retrouve sur toute la gamme. Moi, je l'aime bien. Je trouve ça agréable. Alors, je ne fais pas forcément de la route des montagnes. Pas de version 4x4 pour le moment. Peut-être que ça arrivera. On ne sait pas trop. Mais le problème, c'est que les versions 4x4 se prennent des malus. Donc, sinon, on pourrait avoir le choix également avec une version hybride rechargeable. Bon, pourquoi pas? L'avantage, c'est plus de 100 km en 100% électrique. Ça reste quand même un vrai avantage, là, par contre. Bon. Vous êtes plutôt essence, diesel, hybride rechargeable? Est-ce que vous auriez voulu une version 4 roues motrices ou pas? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette superbe. Est-ce que, pour vous, vous prendriez une superbe ou une Octavia? Parce que la Octavia est quand même bien sympa aussi. On l'a présenté il n'y a pas longtemps en studio. On essayera sûrement prochainement. Voilà, vous me mettez dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!